Il a travaillé dans son métier, puisqu'on les envoyait dans des usines similaires à celles où ils étaient. Et dans cette usine, au moment où la France a été libérée, après le débarquement, il s'est formé un groupe de résistance qui a été constitué par des ouvriers communistes allemands. On a compris pourquoi, vous verrez dans le livre pourquoi ils étaient dans cette usine à ce moment-là. Et il a fait partie donc d'un groupe de résistance qui a eu diverses activités, renseignements, sabotage. Dans cette fuite, il s'est passé des choses absolument invraisemblables, qui s'en sont sortis, comme toujours dans ces cas-là, par des miracles successifs. Bien entendu, ils ont été aussi emprisonnés, puis ils se sont retrouvés à Vienne au moment de la fin de la guerre. Et là, il y a tout un épisode qui, évidemment, est très particulier parce que c'est les conditions dans lesquelles ils ont passé 3-4 mois à Vienne. Il concerne aussi ses camarades, parce que à la fois ceux qui ont disparu, ceux qui étaient avec lui et avec qui ils avaient un groupe une association, ils avaient formé une association. Alors les travailleurs qui étaient en Allemagne, il y avait une association pétainiste qui essayait de les recruter. Eux, ils ont créé une association dans laquelle il avait fait des statuts qui disaient, pas clairement, mais suffisamment clairement quand même, qu'il n'était pas question qu'ils s'affilient à l'organisation pétainiste. Donc il y a aussi cet aspect-là. C'est important. Voilà, et moi j'ai le cahier, donc ses camarades avaient rapporté le cahier de l'association, et je vais le confier maintenant aux archives départementales à Toulouse pour qu'il soit conservé, puisque là, évidemment, c'était cahier de l'association et dans les documents qui disaient ce qu'étaient devenus les camarades qui ont été eux sanctionnés et dont certains sont morts. Et puis j'ai voulu écrire le chapitre sur sa vie, le dernier, et puis comme il avait lui aussi écrit quand même pour sa fille et ses petites filles, l'histoire de sa famille, j'ai retrouvé des choses que j'ai trouvé vraiment inutiles de me substituer à lui. Et j'ai également repris des pages qu'il a écrites sur l'opéra parce qu'il avait une telle passion pour l'opéra. La flûte enchantée. Voilà. Et oui. Capitole, ça me rappelle quand j'étais à Toulouse, moi j'étais étudiante, et je m'étais au poulailler. Ah ben lui c'était un habitué du poulailler. Voilà, ah, voyez, mais voilà, voyez. Pas à l'époque où il a écrit ça, parce qu'à l'époque où il a écrit ça, il avait bien des sûr. places du journal. D'accord. Donc nous avions la chance de pouvoir aller à des places un peu mieux placées. Mais toute son enfance, toute sa jeunesse, il était au poulailler. Voilà, voyez, ben voilà. Bien oui. sûr. Mon premier opéra, c'était La flûte enchantée avec Marie Mespé dans le rôle Ah ben de la oui, reine de la bien vie. sûr. J'ai bien démarré, c'est ma Mespé, première passion de l'opéra aussi. Mais il a écrit plus longuement Bon. sur le Capitole. Il y a tout seulement, ça y a peut-être, je sais pas, une quinzaine de pages. Ça, je ne pouvais pas le mettre dans le livre. Mais il a écrit, peut-être, je ferai par contre, je sais pas, je pourrais peut-être faire un petit fascicule, pas un fascicule, mais disons prendre ces pages-là, tirer ces pages-là, quelques exemplaires pour les gens que ça peut intéresser, parce que c'est vrai qu'il raconte le Capitole d'autrefois, tel que lui ont raconté ses parents. Ben, j'en ai mis un petit peu dans le livre, mais il en a écrit beaucoup plus. Et pour les gens qui aiment l'opéra, ça peut être intéressant. C'est par rapport au titre que je m'exprimais pour l'instant. Alors, bien entendu, vous avez compris aussi que je me suis demandé un moment comment titrer ce livre, parce que je disais, mais quand même, c'est la chance, c'est insensé qu'il s'en soit sorti, etc. Puis je ne trouvais pas le titre exact. Je ne savais pas mettre la baraka, mais au fond, c'était ça. Et puis, quand j'ai écrit la fin, et que j'ai été plongée dans l'opéra, ben alors là c'est devenu lumineux, j'ai dit, voilà, c'est l'évidence qui peut aller, c'est la force du destin. Oui.
Il y a un point qui m'intéresse aussi là, par rapport à la notion de résistance. Dans le groupe dans lequel il était en Allemagne, donc, avec ses ouvriers, etc., il y avait des Allemands. Oui, il y avait ça, des c'est très Allemands. intéressant. Et alors, voilà, c'est ce que je trouve souvent très intéressant là-dedans. Voilà, et je peux là vous en dire plus parce que c'est dans je veux bien, ça me dérange pas. Nous sommes donc retournés dans l'usine en 1989, en juillet 89, nous étions à Berlin-Est le 14 juillet et à la radio de Berlin-Est, nous avons entendu le 14 juillet de Romain Rolland. Pour vous donner une idée, quand même, tout n'était pas... Hein, il n'y avait pas que la Stasi. Et il y avait une magnifique exposition sur la Révolution française dans une galerie officielle de Berlin-Est. Alors, donc, j'avais un collègue, il se trouve que je suis sociologue, j'avais un collègue qui était à Halle, il était à Schkopau, c'est entre Halle et Leipzig, et j'avais un collègue qui travaillait avec l'usine de la Bunawerk, dans laquelle Marcel avait été. Et il nous a proposé de nous amener à l'usine. Il nous a accueillis d'abord, j'avais rencontré plusieurs fois, et il nous a amenés à l'usine. Nous avons donc revu l'usine, pas visité en détail, mais revu, été reçu. Et il y a un jeune technicien qui nous a reçus en particulier, et nous lui avons, bien sûr, Marcel lui a raconté ce qui s'était passé, puisque vous verrez dans une lettre d'un camarade aussi, qu'après qu'ils étaient partis, il y a des ateliers qui ont sauté. La résistance a fait sauter. Et il nous a dit, oui, c'est compréhensible qu'il y ait eu c'était des communistes allemands, et ça Marcel le savait. Et il y avait des communistes allemands parce que c'était une usine de relégation. C'est-à-dire que c'était une usine dans laquelle on avait mis des gens qu'on avait dû sortir soit de prison, soit des camps, parce que les troupes étaient sur tous les fronts et qu'on avait besoin de cadres ou de spécialistes, mais ils étaient surveillés d'une certaine façon. Donc c'est doublement important, tout à fait, parce que c'était à la fois le fait que ces Allemands étaient résistants. D'ailleurs, vous verrez aussi qu'à un moment donné, quand ils se cachaient avant de se sauver, il a été question qu'ils soient accueillis jusqu'à la fin de la guerre par des Allemands qui étaient des gens assez sûrs, mais c'était très dangereux aussi pour ces gens-là, donc ça ne s'est pas fait. Et donc, moi je trouve que c'est très très intéressant aussi pour ça. Et nous lui avions même donné les quelques noms, Marcel avait les noms de 3 ou 4 personnes, mais il y a eu à ce moment-là, quelques mois après la chute du mur, on n'a plus de relations. Mon collègue a été relevé de son travail, parce qu'après la chute du mur, les sociologues, évidemment les sociologues d'Allemagne de l'Est enseignaient le marxisme. Et il y a eu un certain nombre de sociologues à qui on a supprimé leur emploi, leur poste. C'est-à-dire qu'on a fermé des unités de formation en sociologie dans l'ancienne RDA. Donc j'ai perdu le contact avec mon collègue, et moi j'ai quelques inquiétudes sur le devenir de ces gens-là, parce que étant donné ce qu'on sait qui s'est passé, par exemple, avec Arthur London en Tchécoslovaquie, avec d'autres anciens des brigades internationales dans les pays, en Pologne ou autres pays, ou en Hongrie, il n'est pas du tout sûr que ces gens-là aient eu un sort si enviable que ça. Je ne veux pas donner cette idée, loin de là, mais il est possible qu'ils se soient un peu fondus dans la masse et qu'on n'ait pas trop su ce qu'ils étaient devenus après la guerre. Enfin, ça, ce sont des suppositions totalement gratuites. Ça, c'est clair. Ah ouais, il y a longtemps. Il y a encore des photos, des petites photos. De quoi je passe? On va laisser la femme et le monsieur, qui est très séduisant. Moi, je n'ai pas